a été reçu hier par le chef de l'État Alassane Ouattara. Au cœur des échanges, les élections présidentielles de 2020. Ce jeudi a eu lieu à Abidjan l'inauguration par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly du tout nouveau canal de Vridi, élargi et approfondi. Ce soir, dans ce journal, les grands angles est fait sur le redimensionnement de cet ouvrage qui repositionne le port autonome d'Abidjan au rang des premiers. Et puis au Sénégal, il se tiendra le 24 février prochain le premier tour de l'élection présidentielle. Les enjeux majeurs de ce scrutin vous seront présentés ce soir dans le traditionnel dossier politique du jeudi. Bienvenue dans ce 23h. Audience de la présidence de la République, le chef de l'État Alassane Ouattara a reçu hier le président du NDI. Ensemble, ils ont échangé sur les prochaines élections présidentielles ivoiriennes de 2020. Le point de la rencontre avec Awa Touré. La rencontre entre le président du NDI, National Democratic Institute, et le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur l'organisation des élections de 2020, notamment la recomposition de la commission électorale indépendante. C'est un processus qui a déjà démarré avec l'implication à un haut niveau du Premier ministre. Et je pense que c'est un processus ivoirien et nous attendons que les Ivoiriens fassent ce qu'il faut pour que ce processus puisse aboutir. Ce n'est pas seulement le travail du chef de l'État ou du Premier ministre, c'est le travail de tout le monde, les partis politiques, la société civile. Tout le monde doit se mettre ensemble pour engager le dialogue constructif pour que les choses aboutissent. Par anticipation aux élections de 2020, et surtout par rapport à la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a fait part de son engagement pour des élections apaisées, des élections transparentes pour l'année prochaine. Donc, je suis très content des déclarations du chef de l'État. Le NDI est une organisation non gouvernementale américaine qui œuvre pour le renforcement et le développement de la démocratie à travers le monde. Il accorde un appui pratique aux leaders politiques et dirigeants de la société civile qui travaillent à l'établissement de valeurs et institutions démocratiques dans leur pays. Je vous l'annonçais en titre, le tout nouveau canal de Vridi, élargi et approfondi, a été inauguré ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 68 ans après sa mise en service, il n'était plus aux normes de l'industrie maritime internationale. Le canal de Vridi, rénové, a coûté 150 milliards de francs CFA et gagne jusqu'à 350 mètres de longueur. Il pourra désormais accueillir dans ses eaux les plus grands navires du monde, un redimensionnement qui repositionne certainement le port autonome d'Abidjan comme premier port de la côte ouest africaine. Et c'est ce que nous témoigne notre reporter Jean-Luc Bombo dans ce reportage que je vous invite à suivre. Un événement que la communauté portuaire d'Abidjan a voulu marquer d'une pierre blanche. L'inauguration du canal de Vridi élargi et approfondi marque un tournant important dans la vie du port autonome d'Abidjan. Un port en quête de compétitivité et confronté à la montée en puissance des ports des pays voisins. Le canal de Vridi, qui restait parfois fermé 10 heures par jour selon les conditions hydrodynamiques, ne le sera plus. Quand on sait que l'exploitation journalière des navires transportant 3500 conteneurs est de $20 000 US, contre $30 000 US pour un navire transportant 10 000 conteneurs, on apprécie mieux l'impact économique et financier à terme de cet ouvrage sur notre économie. Beaucoup plus de dynamisme dans les activités portuaires, un regain de compétitivité, de nouvelles perspectives pour l'économie nationale, surtout pour la communauté portuaire d'Abidjan. Le canal de Vridi que nous inaugurons ce jour nous apparaît comme un élément d'un puzzle gagnant, conduisant inéluctablement la Côte d'Ivoire vers l'émergence d'un secteur portuaire compétitif, capable de rivaliser avec ceux des pays faisant référence sur notre façade maritime. Le nouveau canal de Vridi peut désormais accueillir des navires pouvant atteindre les 350 mètres de longueur, avec 14 à 15 mètres de tirant d'eau et pouvant transporter jusqu'à 10 000 conteneurs. Un redimensionnement qui s'inscrit dans le cadre de la politique de redynamisation générale des infrastructures portuaires voulue par le gouvernement ivoirien. Le développement des infrastructures de transport maritime s'avère être une priorité. C'est à juste titre que le gouvernement ivoirien a fait preuve d'anticipation
en inscrivant, dès la fin de la crise post-électorale, au titre des actions prioritaires, l'amélioration de la compétitivité des deux ports du pays, en vue de soutenir les performances économiques attendues de la mise en œuvre de la vision du président de la République. Le port autonome d'Abidjan, c'est actuellement 85% des échanges de la Côte d'Ivoire et 75% des recettes douanières. Un poumon économique à préserver. Je voudrais vous assurer de la totale volonté du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, et du gouvernement à tout mettre en œuvre pour toujours améliorer la compétitivité du port autonome d'Abidjan. En effet, sur la période 2012-2020, ce sont près de 800 milliards de francs CFA qui seront investis dans le développement des infrastructures portuaires, avec notamment le redimensionnement du canal de Vridi, objet de la présente cérémonie, mais également la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d'un nouveau port de pêche, la construction d'un terminal céréalier et la modernisation du terminal minéralier et fruitier. Fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Chine, la rénovation du canal de Vridi a nécessité un investissement de 150 milliards de francs CFA. Il a été réalisé en 37 mois par l'entreprise China Harbour Engineering Company. Le canal de Vridi a été mis en service il y a plus de 60 années. Une question nous vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi et comment a été construit ce canal? Toute l'histoire de cet ouvrage qui est à l'origine de la création du port autonome d'Abidjan vous est contée dans ce reportage de Mahama Traoré. Un port en lagune, relié à la mer par un canal, celui de Vridi. Un édifice né de la volonté des autorités coloniales de créer un port dans le but d'exporter les matières premières de la Côte d'Ivoire vers l'Europe. Nous sommes en 1896, deux projets de port sont à l'étude, l'un vers Grand Bassam et l'autre vers Grand Laou. Le premier projet est porté par le premier gouverneur de la Côte d'Ivoire française, Louis-Gustave Binger, le second par le capitaine Jean-Baptiste Marchand. Des projets qui vont connaître des échecs dès la phase de percée du cordon littoral. Les ouvrages de protection du débouché en mer et les appontements annexes étaient engloutis par de vastes effondrements vers un trou sans fond découvert en 1845 par l'explorateur français Boué-Villomèze. En 1932, le projet est repris par l'ingénieur des ponts et chaussées Roger Pelnard-Considère. Il propose un ouvrage capable de surmonter l'obstacle du trou sans fond. C'est ce projet adopté en 1935 qui donnera finalement naissance à l'actuel canal de Vridi. Les travaux lancés en 1938 vont être retardés par la Seconde Guerre mondiale. En 1950, l'édifice sera achevé. Depuis, la lagune ébriée et l'océan Atlantique sont connectés grâce à un canal long de 2,7 km sur 370 mètres de large avec une profondeur de 11 mètres. Suivra ainsi la mise en service du port autonome d'Abidjan le 5 février 1951. Entre 1974 et 1975, le canal va être approfondi pour l'adapter aux mutations du secteur maritime. Il va ainsi passer de 11 à 13,50 mètres de profondeur sur une largeur de 150 mètres. Depuis, plus de relooking, ce qui va faire perdre au canal de Vridi son statut d'atout majeur pour ainsi devenir le principal facteur limitant à la compétitivité du port d'Abidjan. 40 ans plus tard, sonne enfin l'heure de la renaissance. Le 6 octobre 2015, les travaux d'élargissement et d'approfondissement de la passe d'entrée du canal de Vridi sont lancés. 3 ans plus tard, l'ingénierie chinoise opère la métamorphose. La passe d'entrée mesure désormais 350 mètres de large contre 200 mètres auparavant. Le port d'Abidjan peut de nouveau accueillir les grands navires de plus de 300 mètres de long ayant un tirant d'eau de 16 mètres. Un historique passionnant du port autonome d'Abidjan que vous pourrez revoir sur les www.rti.ci. Un tout autre sujet à présent, l'édition 2019 du SARA est prévue se tenir du 22 novembre au 1er décembre 2019. Cette 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales a pour thème principal l'agriculture intelligente et innovation technologique. Tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous de référence agricole, animale et forestière de l'Afrique subsaharienne est dans cet élément de Noël Gnagno.
Le SARA, Salon international de l'agriculture, des ressources animales, halieutiques et forestières d'Abidjan, une plateforme d'opportunités d'investissement direct dans le secteur agricole. Son édition 2019 est prévue du 22 au 1er décembre prochain. Pour son lancement, une salle de Radisson Blu à la dimension de cette 4e édition. La 5e édition qui va se tenir cette année ne se veut pas comme un événement seulement inscrit dans les habitudes, mais veut positionner définitivement le SARA comme un événement régional majeur où pendant 10 jours, exposants et visiteurs de toute la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays venant de tous les horizons vivront des expériences palpitantes et enrichissantes. Pour ces expériences enrichissantes, 18 000 m² seront mis à la disposition de plus de 700 exposants et autres acteurs du secteur. Invité d'honneur de cette édition, la France, première puissance agricole européenne, et sa riche expérience à mettre au service de la Côte d'Ivoire. Ce salon contribuera à raffermir davantage la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, comme voulu par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a su faire de son agriculture une industrie verte qui joue un rôle de premier ordre dans le tissu économique français et dans l'aménagement de son territoire. Ce grand pays industriel qu'est la France est aussi une référence dans le domaine agricole, dont l'exemple devra davantage nous inspirer dans notre marche vers la transformation industrielle de notre agriculture. Base de diffusion de cette expérience et d'échange pour mieux l'adapter aux réalités ivoiriennes, le thème du SARA 2019, l'agriculture intelligente et innovation technologique, quelle perspective pour l'agriculture? C'est un choix dans lequel nous nous inscrivons profondément, parce que l'innovation est une source de réponse aux défis de l'agriculture, elle ouvre des perspectives pour mieux connaître les ressources naturelles, elle rend les métiers aussi de l'agriculture plus attractifs. Voilà situé tout l'attrait de cette 4e édition pour laquelle les organisateurs attendent plus de 300 000 visiteurs sur 10 jours. À Yamoussoukro, les acteurs du budget et des finances examinent le bilan des actions de l'année 2018. Ces travaux permettront de définir les grandes orientations pour l'exercice 2019 et finaliser le programme d'activité de l'année 2019. Le compte-rendu de cette cérémonie d'ouverture par Charles Tatou. Ces travaux répondent à la politique de transparence et de bonne gouvernance prônée par le gouvernement. Les acteurs du budget et des finances planchent donc sur les activités exécutées au titre de l'année 2018. But recherché par la Direction générale du budget et des finances, la performance dans la réalisation de ces activités en vue de faire face aux nouveaux défis de son ministère. La Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux satisfaisant de réalisation de son plan d'action stratégique 2018, puisque nous avons réalisé plus de 96% des activités programmées dans notre plan d'action stratégique. Nous avons pu contenir le déficit budgétaire dans la limite de 4% prévue dans le programme économique et financier. Pour l'année 2019, donc, nous avons proposé des actions. Nous allons, pour la préparation du budget 2020, permettre à notre pays de passer du budget de moyens au budget programme. À l'ouverture des travaux, le représentant du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, a salué les efforts des participants. La Direction générale du budget et des finances est un maillon essentiel dans le système économique et financier de notre pays. Je voudrais donc vous rassurer, monsieur le directeur général, du soutien total du gouvernement dans toutes les activités de votre importante structure. Les travaux prendront fin ce vendredi 22 février. Parlons à présent d'éducation. Kandia Camara était l'invité de la tribune d'échange, les rendez-vous du gouvernement. Face à la presse, elle a décliné les actions du gouvernement ivoirien autour du thème « Les actions du gouvernement pour un système éducatif de qualité ». Le compte-rendu de cette session par Sephora Zegui et Grace Kando.
Cette deuxième édition des rendez-vous du gouvernement pour l'année 2019 permet à Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'entretenir la presse nationale et internationale sur la politique du gouvernement en faveur de l'éducation, mais aussi sur les questions brûlantes de l'actualité. Il s'agit notamment de la grève des enseignants, en rupture avec la trêve sociale signée par les plateformes syndicales et le gouvernement en 2017. Nous avons entamé les discussions le lundi. Nous avons poursuivi les discussions le mardi. Mais le mardi, certaines plateformes se sont retirées. Mais le lendemain, ils sont revenus à la table de discussion. Les discussions se déroulent dans de bonnes conditions, dans un bon esprit. Et nous osons croire que d'ici la fin de la semaine, les syndicats qui ont lancé des mots d'ordre de grève vont les lever afin que tous les enseignants reprennent les cours dès le lundi. Sur la question des acquis majeurs de 2011 à 2019, la ministre assure que le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Aujourd'hui, le parc scolaire totalise 2834 écoles préscolaires, 16 957 écoles primaires, 1778 établissements secondaires, 16 CAFOP, 237 établissements d'enseignement technique, 307 établissements de formation professionnelle. Il y a tout de même des défis à relever. Le gouvernement dit consentir d'énormes efforts. Les défis les plus significatifs se résument à satisfaire les besoins en construction d'infrastructures scolaires, combler définitivement le déficit en enseignants et personnel d'encadrement, atteindre le taux de 25% de préscolarisation et de 100% de scolarisation à l'horizon 2025. Pour les perspectives, le programme social du gouvernement 2019-2020 prévoit un recrutement exceptionnel de 10 300 enseignants du primaire et du secondaire. Construction de 200 collèges de proximité, 7 lycées de jeunes filles, 4 centres de formation professionnelle et l'ouverture en septembre prochain du lycée d'excellence de Grand Bassam pendant 1h30. Kandia Camara a traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à faire de l'éducation le socle de l'émergence de la Côte d'Ivoire en assurant pleinement ses responsabilités. Restons toujours dans le grand thème de la formation. L'innovation s'invite à la fonction publique. À Yamoussoukro, les dirigeants de l'École nationale d'administration élaborent un nouveau plan de formation. L'ENA veut ainsi répondre présente à l'important programme de modernisation de l'administration ivoirienne. Suivons ce développement de Kader Sogodogo. La modernisation de l'administration ivoirienne pour répondre aux exigences de la population passe inéluctablement par la mise à disposition de cadres performants et soucieux d'un service public de qualité. Pour ce faire, la formation est toute indiquée. En Côte d'Ivoire, cette mission est dévolue à l'École nationale d'administration ENA. Ouverte en 1961, l'école veut se mettre au niveau de l'ambitieux programme de réforme de l'administration ivoirienne voulu et conçu par le gouvernement. L'ENA s'est dotée d'un plan stratégique 2016-2020 en lien avec le PNB. L'un des points majeurs de ce plan est justement le projet de révision des curricula de formation de l'ENA. L'un des vœux chers au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au gouvernement ivoirien est l'émergence de la Côte d'Ivoire. L'atteinte de cet idéal passe nécessairement par des ressources humaines bien formées et outillées, à même de traduire en actes cette noble vision du gouvernement. La volonté de l'ENA d'innover est soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population, FENUAP, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Secrétariat national au renforcement des capacités SNRC, tous présents à Yamoussoukro pour l'atelier de validation. L'ENA doit confirmer son statut de leader de la formation pour l'administration. Toute la nation a les yeux braqués sur l'ENA et la voit comme une école de référence. Oui, mesdames et messieurs,
L'École nationale d'administration est effectivement une école de référence. Et j'ajouterais qu'elle est une école d'excellence. L'adaptation des programmes de l'ENA aux exigences nouvelles de gestion de l'administration et des modalités généralement fixées par les standards internationaux est un impératif. L'atelier de validation des curricula de formation de l'ENA va se faire autour de la définition du profil de sortie des élèves de l'ENA, la détermination des compétences requises et l'identification des modules de formation. Nous vous exposions la semaine dernière la crise que vit en ce moment le secteur de la presse papier, des difficultés consécutives à la mévente des journaux et pour résorber les problèmes, un plan de distribution et de redynamisation du secteur est mis en place. Les détails de ce plan de sauvetage dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Ils sont nombreux, les éditeurs nationaux, pour qui la défaillance du système de distribution des médias papier est la principale cause du déclin de leur activité. Mais pour l'entreprise en charge de la messagerie, la crise actuelle au niveau de la presse imprimée est avant tout une crise du lectorat, pas nécessairement une crise de la distribution. Aujourd'hui, la presse imprimée n'est plus l'unique source d'information. L'RTI que vous représentez d'une telle qualité qu'aujourd'hui c'est un vrai véritable concurrent. Et puis nos principaux concurrents sont les réseaux sociaux, que je nommerai pas, les GAFA, qui font qu'aujourd'hui l'information est instantanée et elle est souvent assortie d'un film. Donc ce sont des concurrents directs pour nous, pour Edipresse. Ensuite, on peut se poser sur la qualité des journaux. C'est une vraie question. Leur renouvellement, le fait que même les maquettes ne changent pas assez régulièrement pour que le lectorat puisse s'y retrouver. Et vraiment, on a la forte sensation que les lecteurs ont perdu le goût de la lecture, tout au moins de cette lecture imprimée. Dans cette ambiance de polémique, le système de distribution de la presse parviendra-t-il à se tirer de la mauvaise passe dans laquelle la baisse conjuguée des ventes de journaux et des capacités d'investissement des éditeurs le place depuis plusieurs années? Jamais Edipresse n'arrivera à avoir des points de vente dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Par contre, ce qu'il faut constater depuis 6 mois, c'est qu'on a augmenté notre nombre de points de vente de plus de 100 et que sur ces 100 points de vente, plus de 60 sont en région. Aujourd'hui, on couvre plus de 80 villes à l'intérieur du pays, certaines villes plus importantes avec 2 voire 3 points de vente, comme Bouaké, Yamoussoukro. Et puis surtout, c'est un réseau qui est en train de se densifier de plus en plus. Et donc, c'est vrai qu'on n'arrivera jamais à une couverture de 100%, mais c'est ce à quoi on aspire à terme. Pour constater ce regain de dynamisme, nous voici dans l'entrepôt, une sorte de centre de groupage où les acteurs de la chaîne viennent s'approvisionner. Il est 22h30 ce vendredi et les premiers camions transportant les journaux des imprimeries arrivent. Ici, tout se fait au pas de course. Jusqu'à 4h, voire 5h, ce sont les mêmes mouvements, une nuit de marathon. Ce grossiste fait partie des colporteurs de presse qui déposent quotidiennement les journaux chez les kiosquiers. À bord de sa moto, il n'a pas le temps de nous parler. Tous les matins à l'aube, c'est le même rituel. De quoi nourrir l'espoir de voir l'activité retrouver ses lettres de noblesse. On a inversé la tendance en région. Les scores s'améliorent à la fois dans les stations-service, que ce soit les 2 principales pétroliers avec lesquels on travaille, mais aussi dans les bureaux de poste, où il y a des villes où on n'était pas et que maintenant on est et qui marchent très bien. Par exemple, je pense que les premières grosses villes qui marchent très bien, c'est Bandoukou, Issia, qui sont des villes où on fait des scores qui sont très honorables. Pendant les périodes difficiles, le gouvernement avait dû apporter un appui d'environ 300 millions de francs CFA. Une aide ponctuelle que le distributeur voudrait désormais pérenne, afin de mieux remplir sa mission de service public. À présent, le dossier politique du jeudi. Les Sénégalais se rendent aux urnes le 24 février prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle.
Ce scrutin représente une étape majeure dans l'évolution politique du Sénégal et c'est un rendez-vous décisif pour la démocratie dans le pays. Vous l'aurez compris, ce soir, le dossier politique de ce jeudi s'intéresse particulièrement aux prochaines élections présidentielles du Sénégal et Sidonie Davila a relevé pour vous les enjeux de ce scrutin. Un après-midi dans la commune de Cocody, Cheikh Ibrahima Fall, sénégalais, vivant en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans, s'apprête à faire le thé. Amadou Cissé, son compatriote, installé aussi en Côte d'Ivoire depuis les années 90, ils observent de loin le déroulement de la campagne présidentielle ouverte depuis le 3 février dernier. On attend du futur président qui nous regarde davantage. C'est vrai que ceux qui sont là, ils ont fait beaucoup de choses pour la diaspora, mais il y a des choses qui restent. On veut des financements, n'est-ce pas? On veut des bourses pour nos enfants qui sont nés ici, qui doivent encore rentrer au Sénégal. Trècheville, c'est la commune qui concentre le plus la communauté sénégalaise. L'intérêt de cette élection pour les Sénégalais est aussi vif. Voilà, nous voulons qu'il aide les jeunes à travailler, il aide les jeunes à améliorer leur travail. Et puis nous voulons que l'éducation avance. Ce qu'il peut faire pour nous, c'est d'essayer de nous faciliter les choses au niveau des papiers administratifs. Par exemple, à l'ambassade comme au consulat. Parce que souvent on a tendance à avoir certains problèmes pour avoir des passeports, avoir certains papiers comme les extraits de naissance. Nous qui sommes natifs dans ce pays-là, souvent on a des problèmes d'extrait quand on va au Sénégal. Le 24 février prochain, les Sénégalais iront choisir leur président parmi 5 candidats en lice qui ne cessent de multiplier promesses et recettes pour changer le visage du Sénégal. Moi, je vois l'attachement des populations, leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent. Nous sommes à quelques jours de gagner la première bataille vers la véritable alternative. Mon combat est celui d'une jeunesse qui a perdu tout espoir. Pour ce qui est de mon programme, le pur sang, il est essentiellement axé sur l'homme. La bonne gouvernance a été inscrite au premier rang des préoccupations de nos populations. Les promesses des 5 candidats sont nombreuses. La réduction du taux de pauvreté et la création d'emplois sont de grands défis à relever. Ce sont des élections qui vont essayer de mettre à plat en fait, toutes les antagonismes au niveau politique, parce qu'on sent qu'il y a une volonté de retour du parti de l'ex-président, M. Wade. Il y a aussi que le président actuel veut consolider sa majorité. Donc il y a effectivement de réels enjeux, surtout au plan économique, au plan politique et au plan social. Un autre enjeu de taille dans cette élection, celui de la sécurité. Face à une campagne émaillée de violences, faisant des morts et des blessés, et face à l'appel au boycott de l'ex-président Abdoulaye Wade, la paix et la sécurité sont aujourd'hui problématiques pour ce scrutin. Pour s'assurer de la bonne tenue de cette élection au Sénégal, des organisations telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine se font l'obligation de l'accompagner. Au Sénégal, plusieurs missions d'observation sont donc déployées avant, pendant et après le scrutin. C'est extrêmement important pour l'Union africaine parce que lorsque vous regardez la vie des non-nations africaines, il y a beaucoup de conflits sur le continent. Et les conflits surviennent généralement des élections. La mission d'observation elle-même, elle est forte de 80 membres. Elle est dirigée par le président Thomas Yayi Boni. Les observateurs de la CEDEAO, courte durée ou longue durée, travaillent en étroite collaboration avec ceux qu'ils trouvent sur le terrain. Environ 50 000 Sénégalais vivent en Côte d'Ivoire. Parmi eux, 21 483 sont inscrits sur les listes électorales. Ils appellent de tous leurs vœux à des élections paisibles et transparentes. Le jour du vote, chacun va, il vote son candidat, on se retrouve autour d'un thé ou d'un bol de thiep, on mange, on rit.
le Sénégalais est très majeur en matière d'élection. On est tellement intelligent et on connaît tellement les élections que ça ne peut pas aller à une violence. Le Sénégal est un exemple de démocratie dans la sous-région, voire en Afrique. Pourra-t-il préserver cette image qu'on lui connaît? Rendez-vous au soir du 24 février, jour du scrutin, pour le savoir. Restons hors de nos frontières. Dans l'affaire Benalla en France, l'Élysée contre-attaque après le rapport critique du Sénat. Édouard Philippe, le Premier ministre français, et la majorité ont riposté ce jeudi au rapport de la commission sénatoriale, publié la veille sur l'affaire Benalla et dénonçant le non-respect de la séparation des pouvoirs. Le Premier ministre français s'est dit déçu et déplore un biais politique du texte qui critique la gestion de l'Élysée. Il a également jugé que les sénateurs n'avaient pas respecté le principe de séparation des pouvoirs. Et au terme des 6 mois de travaux, la commission des lois du Sénat a lancé une procédure de faux témoignage à l'encontre d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase. Dans la suite de l'actualité internationale, l'affaire de pédophilie qui mine l'Église catholique. Le pape François appelle à prendre des mesures concrètes et efficaces pour que justice soit rendue aux victimes. Il faut, selon lui, entendre le cri des petits qui demandent justice, a dit le pape François à l'ouverture d'un sommet inédit au Vatican sur les agressions sexuelles dans l'Église catholique. Et face à cet épineux problème, le pape François a demandé de prévoir des mesures concrètes et efficaces aux responsables de l'Église catholique. Et c'est sur ces recommandations du pape que nous terminons ce journal. Vous retrouverez demain pour la suite de l'actualité Kolo Koulibaly. Passez une très bonne soirée sur RTI 1.